Donc écoutez, merci de vous être connecté déjà sur ce webinaire. Et du coup, on va pouvoir commencer. Donc pour resituer, on fait des petites web schools. Désolé de l'accent. L'idée, c'est vraiment de présenter en fait des petits ateliers quand on est client ou pas d'ailleurs de MTG, pour pouvoir justement avoir les bonnes pratiques en termes d'usage, de plan de communication, même au niveau technique. On avait fait un sur l'application mobile vraiment au niveau technique pour voir quels étaient les meilleurs moyens d'intégrer en fait une application mobile dans son service en interne. Donc ça c'est varié, donc n'hésitez pas, vous avez un webinaire à peu près par trimestre. On en fera aussi en anglais à partir de la rentrée. Donc du coup, ce sera l'occasion, peut-être si jamais vous préférez en anglais, pouvoir y assister. Donc on va passer au sommaire. Donc l'idée de ce webinaire, c'était vraiment de se concentrer sur la question des conséquences quand on est salarié pour un service d'autopartage. Donc très succinctement, on va présenter l'entreprise pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc on va y intégrer dans 2 minutes. On aura aussi une petite vidéo d'Ecolibri qui va présenter très succinctement le service en fait, et le parcours utilisateur, c'est important. Ensuite, on va voir avec Yvonique donc en quoi l'entreprise aujourd'hui est devenue un des derniers lieux de partage. Ça fait un petit peu lien avec l'interview qu'on avait fait avec Eric Le Breton pour Livre Blanc, qui justement fait un espèce d'état de l'art en fait de cette situation-là aujourd'hui. Ensuite, je vais réintervenir sur comment est-ce qu'on va bien appréhender ce changement de paradigme au sein d'une entreprise, les motivations qui incitent vraiment les employés à utiliser l'autopartage. Donc là, on va se baser sur une étude qui a été publiée en rapport avec un laboratoire qui s'appelle Loustic. Le nom peut prêter à sourire, mais c'est un laboratoire assez intéressant. Et donc, cette étude-là a été publiée aux États-Unis dans le Transportation Research. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, on terminera avec Yvonique, justement, sur la partie conduite du changement à MTG, ce qu'on a mis en place, nous, pour nos clients ou pour nos prospects, justement, pour bien lancer un service d'autopartage et bien l'animer avec une politique d'incentive, etc. Donc, MTG, en quelques mots, je pense que vous nous connaissez. Donc Mobility Green, en fait, on a une société d'ingénierie qui a été spécialisée dans l'autopartage. On a été créé en 2009, mais en fait, on était opérateur B2B, B2C, pardon, depuis 2002, quand même pour la ville de Rennes et puis pour France, enfin c'était Rennes Autopartage. Et du coup, on a quand même une expérience assez significative sur le marché. On a d'abord commencé en B2C, on a très vite switché en B2B avec la création de Mobility Green. En B2C, ça s'appelait aussi Cityroo, si vous connaissez. C'est l'opérateur actuel de Rennes, en fait. Donc très vite, on s'est déployé à l'international avec la Suisse et la Belgique. Donc pour vous situer, on opère en Suisse avec l'opérateur Telis et en Belgique avec l'opérateur Zencar. Donc Telis, c'est Electric Easy, en fait, si vous voulez. Donc ensuite, en 2013, on a eu le plus gros contrat sur l'Europe avec Orange, qui a déployé 3000 véhicules en autopartage. Avant, on était sur une espèce de logique un peu de vitrine, où les entreprises, pour faire plaisir à la RSE, ou en tout cas étaient dans une démarche peut-être moins qualitative en termes et quantitative d'ailleurs, en interne. Et donc avec Orange, on est passé vraiment d'un cap de vitrine avec 2-3 véhicules autopartagés en électrique à une flotte de hétéroclite d'ailleurs, parce qu'on a du diesel, du véhicule électrique, de l'essence, enfin du thermique. Et du coup, tout ça sur 3000 véhicules. Donc ça a vraiment chamboulé un peu le marché, ça a vraiment aussi démocratisé l'autopartage B2B en Europe. Aujourd'hui, on est assez fiers d'avoir ce client-là, parce qu'on est dans un vrai partenariat. Vous avez forcément vu des actualités là-dessus. Ensuite, en 2016, donc, on a une croissance de plus de 100% qui est soutenue depuis un certain moment. Et 2017, on a levé donc 5 millions d'euros en février pour développer l'international. Donc, on a recruté beaucoup de collaborateurs. Aujourd'hui, on va dépasser le cap des 30 collaborateurs d'ici fin d'année. Et on est implanté dans 5 pays, donc France, Espagne, Belgique, Suisse, et le dernier, c'est l'Angleterre. Voilà, donc il y en a d'autres qui vont être aussi intégrés dans notre communication pour la partie RP. Et on équipe aujourd'hui 4000 véhicules en autopartage, et notre objectif d'ici fin d'année, ça va être 5000 véhicules. On va les atteindre assez rapidement, que ce soit en France ou à l'international, d'ailleurs assez confondu. Donc notre ambition, c'est 10 000 véhicules en 2018 et 20 000 d'ici 2019. Aujourd'hui, on a 100 000 utilisateurs de notre solution en Europe, et on a une typologie de clients qui est à 75% de grands comptes. On a aussi des TPE, des collectivités. Donc les collectivités, on ne va pas les opérer nous en tant qu'opérateur B2C, mais on va accompagner des opérateurs avec toute la technologie autopartage, un peu comme le fait Vulog si vous connaissez. Donc on va vous présenter une petite vidéo sur le service d'autopartage. Donc Ecolibri, très rapide, je vous rassure. Et c'est parti. Bienvenue dans le monde de la mobilité 2.0. Afin de bien comprendre ce nouveau service, nous allons suivre la journée de Jules, un salarié sensible à l'économie collaborative.
Nous sommes lundi matin. La journée se déroule plutôt bien pour Jules. Néanmoins, durant cette réunion, il va se rappeler de son déplacement prévu en fin de semaine. Rien de plus simple maintenant que son entreprise dispose d'un service d'autopartage. Il va donc se connecter à la plateforme de réservation, renseigner les spécificités de son déplacement et choisir un véhicule en fonction de son besoin, électrique pour la ville, thermique ou hybride pour les longues distances. Une fois validé, il recevra alors un SMS ainsi qu'un mail de confirmation. Nous retrouvons notre cher Jules 3 jours plus tard. Il est l'heure de son rendez-vous. C'est pratique d'être indépendant, n'est-ce pas? Il suffit simplement de passer son badge sur le pare-brise, de prendre les clés dans la boîte à gants et c'est parti. Un arrêt, prévu ou imprévu durant le trajet? Aucun problème. Jules peut simplement arrêter le véhicule et le refermer avec son badge. Il est aussi possible de prolonger sa réservation simplement en quelques clics. Enfin, en cas de difficulté, il peut contacter directement le call center autopartage. Son rendez-vous s'est très bien passé. Bravo Jules. Il est maintenant temps de rendre le véhicule. Pour le restituer, c'est tout aussi simple. Il suffit de couper le moteur, de remettre la clé dans la boîte à gants, d'appuyer sur le bouton de fin de réservation, de sortir de la voiture et de passer le badge sur le pare-brise. Tiens, c'est vrai qu'Amandine avait un déplacement ce soir, et elle n'est pas la seule. Mais qui voilà? Ne serait-ce pas Amandine, justement? Effectivement, c'est bien elle. Elle aimerait bien partir ce week-end avec sa famille, et cela tombe bien puisqu'elle a réalisé une réservation via le service Pro Perso. Le principe est le même qu'une réservation classique pour ses déplacements professionnels, mais pour le soir et le week-end. Il lui suffit juste de créditer son compte mobilité et d'effectuer sa réservation. Attention toutefois, seul le salarié est autorisé à conduire le véhicule en ayant les passagers de son choix. Nous vous souhaitons d'agréables déplacements. À bientôt. Hop. Donc voilà, petite vidéo explicative. Donc vous retrouvez d'ailleurs cette vidéo dans la présentation. Vous pouvez la télécharger dans les documents à distribuer en fait. Il y a un petit onglet en dessous, vous pourrez comme ça le télécharger quand vous voulez. Ensuite, c'est à toi. Donc moi je vais vous parler donc de l'économie du partage en entreprise. Donc comme on le voit, l'économie du partage en entreprise, on est vraiment qu'à ses débuts. Comme le fait remarquer Éric Le Breton, qui est un spécialiste en mobilité, l'entreprise est aujourd'hui devenue le dernier lieu de partage. Aujourd'hui, on a plusieurs signes qui montrent un réel changement dans nos sociétés modernes. L'économie de partage est en pleine expansion, et ceci sous différentes formes. On le voit par exemple dans l'autopartage et même dans le covoiturage. On remarque d'ailleurs que la possession d'une voiture, par exemple, ne fait plus partie de la priorité des nouvelles générations. On le voit aussi également au niveau du permis de conduire. L'âge pour le permis de conduire est en train de reculer de manière significative. Les jeunes l'ont de plus en plus tard. Et aujourd'hui, si vous voulez, les jeunes générations, elles sont plus sur un schéma d'utilité et de partage que de possession. Et enfin, aujourd'hui, l'entreprise doit s'adapter à ces évolutions de comportement en comprenant et en anticipant ce mode de consommation. La mise en place d'un mode autopartage en entreprise, c'est surtout de transformer la mobilité professionnelle et accompagner positivement la culture collaborative dans l'entreprise. Pour moi, c'est vraiment important si vous voulez, aujourd'hui, on le voit dans la société actuelle, on a une société qui est en pleine ébullition. On est en train de changer totalement nos modes de consommation concernant la mobilité. Et on le voit, les entreprises ont toujours un peu de mal encore à s'adapter à ce mode de consommation-là. Et c'est vrai qu'avec l'autopartage en B2B et le covoiturage, ça va permettre aux entreprises justement de vivre davantage avec les envies et les demandes de leurs salariés. Et justement, toi qui es en contact avec le terrain Oui. en tant que support, justement, est-ce que tu sens qu'il y a une différence entre les salariés qui sont cadres, par exemple, parce que ça, je vais en reparler après, Oui. et puis des salariés qui sont, enfin, cadres, c'est pas forcément ma question, mais en tout cas en termes de génération. Est-ce qu'il y a, par exemple, les jeunes cadres, pour revenir sur ma question, qui sont plus enclins à utiliser l'autopartage et qui ont envie, ou alors c'est peut-être n'importe quelle génération? En fait, on le voit, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de soucis, beaucoup moins de problèmes sur une population jeune.
Quand on prend par exemple un pool, enfin un parking autopartage avec des jeunes utilisateurs, on le voit, tout se passe très bien. Au contraire, ils nous demandent beaucoup d'informations et au contraire, on a envie même d'aller plus loin que l'autopartage actuel. Alors qu'avec les anciennes générations, ils ont tendance à être attachés à leur à l'ancien système, à utiliser toujours leur véhicule personnel, alors qu'on le voit bien, les jeunes aujourd'hui ont vraiment ce besoin d'utilité, d'utilisation et enfin de consommation même, j'ai envie de dire, de la mobilité, plutôt que d'avoir vraiment la possession d'un véhicule et d'avoir son permis de conduire après avoir eu son bac, etc. D'accord. Alors ça c'est rigolo parce que ça vient justement, hop, on va pas le voir, à mon slide qui reprend ça. Et donc on a une étude de PwC qui confirme bien justement tes dires. Il y a seulement 4% des jeunes diplômés qui voient le véhicule de fonction comme un avantage. Et donc souvent dans les entreprises clientes qu'on a nous, on a mis en place un espèce de crédit de mobilité pour que justement ceux qui ont accès à un véhicule de fonction quand ils rentrent dans l'entreprise peuvent se dire voilà, je vais prendre peut-être un véhicule plus petit, peut-être aussi électrique ou enfin plus intéressant pour en tout cas l'empreinte carbone de l'entreprise ou pour son budget. Et du coup à côté de ça, on va leur offrir un crédit de mobilité où ils vont pouvoir justement comme ça utiliser ce crédit-là pour faire un voyage, pour utiliser d'autres modes de transport en fait, parce que c'est du multimodal. Donc c'est assez intéressant et ça confirme bien ton ressentiment au niveau empirique, je dirais. C'est assez intéressant. Et surtout quand on voit effectivement ce chiffre-là, un véhicule de fonction passe quand même plus de 90% de son temps à l'arrêt sur un parking. Donc en fait, ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens, en tout cas les salariés, ont envie de redonner du sens dans leur déplacement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont plus dans cette espèce de paradigme de possession de véhicule, ils sont plus dans l'utilisation. Et donc que ce soit un véhicule de pool partagé ou un véhicule en fait, ou même des vélos partagés, ils préfèrent redonner ce sens-là et se dire je préfère utiliser ça maintenant plutôt que d'avoir mon véhicule qui reste 90% de son temps à l'arrêt. Ce qui est logique, hein, on a un peu ce même réflexe-là nous aujourd'hui. On est dans une société qui est quand même dans l'économie, on appelle ça, j'ai le terme du partage. Ouais, enfin c'est un terme précis, c'est le sharing economy. Ouais, le sharing economy. Enfin, c'est un nom particulier. Et du coup, c'est vrai qu'effectivement, on est dans ce changement-là. On le voit avec Blablacar, avec l'adoption de différents modes. Zillow aussi, qui fait du partage en fait d'outils. Il avait un très bon exemple d'ailleurs, c'était le fait qu'on utilisait, je crois, 5% de son temps la perceuse quand on l'achète. Ça n'a pas de sens. Donc il disait, nous on le met en fait entre voisins et comme ça ils peuvent s'échanger leur perceuse. C'est logique. C'est vrai que les véhicules d'entreprise, c'est quasiment la même chose. Et on le voit bien, c'est aussi intéressant en termes de typologie de salariés. Même un cadre va vouloir offrir en fait son véhicule de fonction à l'autopartage, à condition, il y a quand même une condition, c'est que son véhicule soit respecté, donc il préfère que ce soit ouvert dans un premier temps à son service, avec des gens qu'il connaît. Donc en fait, l'entreprise a aussi une valeur de tiers de confiance, et on pourrait imaginer d'ailleurs que l'autopartage B2B est un espèce de vecteur très rapide de démocratisation de l'autopartage quand on veut faire du peer-to-peer. Nous, on s'est posé la question, c'est pas, je dévoile pas de secret, mais c'est vrai que quand on veut faire du peer-to-peer, le plus dur, c'est d'aller chercher des nouveaux collaborateurs, en tout cas des nouveaux utilisateurs. Et le fait d'avoir justement ce tiers de confiance-là qui est l'entreprise, c'est vraiment intéressant. Et du coup, on le voit bien, hein, ce que je disais dans le slide, pour qu'on réussisse en fait à bien intégrer et bien piloter un service d'autopartage en interne, il faut vraiment capitaliser sur ces ambassadeurs, donc les early adopters, ce qu'on appelle. Ce sont des gens qui vont être vraiment investis de l'autopartage. Et on le voit, je pense qu'au support, tu as des gens qui... Voilà. Et donc, on a aussi des outils, nous, sur Ecolibri, on peut se connecter avec la plateforme de réseau social d'entreprise, voire un intranet, pour pouvoir justement faire des petits forums, etc., animer la communauté, mettre en place ou des programmes d'incentive, etc. Donc là, on va arriver sur le cœur de ce webinaire, c'est vraiment l'étude. Je pense que ça va en intéresser plus d'un, notamment Madame Lagoutte qui est présente et que je salue. Donc en fait, là, on a fait une étude avec Loustic, donc c'est pour le cadre du livre blanc d'il y a un petit moment. On a d'abord quantifié en fait les items chez les salariés qui vont justement avoir un a priori en termes d'autopartage. Quand on leur dit autopartage, quels sont les items qui vont leur sortir en a priori. Et donc, de manière vraiment écrasante, on a la praticité, c'est-à-dire qu'en gros, vraiment, la plupart des salariés vont se dire c'est pratique quand je suis salarié d'avoir accès à l'autopartage. Ça se comprend parce que c'est du libre service, donc forcément, ils vont plus aller voir Jean-Michel qui doit donner les clés, etc. Enfin, c'est un exemple de prénom. Mais pour aller donner les clés, etc., il n'y a pas de fichier Excel à remplir, donc on est vraiment en libre service. On remplit sa réservation sur smartphone ou sur tablette ou PC, et c'est vrai qu'on est vraiment libre pour ses déplacements. Ensuite, on a un deuxième item qui est moins fort, mais qui est vraiment intéressant aussi, c'est la complexité. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont aussi peur, comme c'est de la nouvelle technologie,
que le service soit complexe et qu'il soit perdu. Ça peut s'expliquer aussi par les générations qui sont peut-être moins enclins à utiliser des outils numériques dans le cadre du travail, hein, même si ça change quand même. Et puis ensuite, on a vraiment les items d'intégration en termes corporate, donc à savoir l'économie, c'est-à-dire vraiment l'économie de l'entreprise quand on lance un service d'autopartage. Le partage forcément, la disponibilité, donc là on est vraiment sur le cadre du libre service, la rapidité du service, puisqu'en quelques clics on a accès directement au véhicule. Et puis aussi, on a le dernier item qui est le covoiturage, parce que ça c'est un fait intéressant. Souvent les salariés en fait veulent aussi faire du domicile-travail. Donc là on a des partenariats, je pense à WiseUp ou d'autres, ou même Caros sur un système. Donc on met en place ce système-là qui est vraiment en lien avec toute la mobilité de l'entreprise. Et puis on a aussi nous intégré en fait du covoiturage pour les trajets en autopartage. Ça peut paraître un peu compliqué, mais en gros, je suis salarié, je vais réserver un trajet professionnel pour l'autopartage et je vais pouvoir l'ouvrir au covoiturage si je sais que d'autres personnes, par exemple, sont enclins à faire le même trajet, etc. Donc c'est vraiment voilà une optimisation en fait de l'autopartage. Et donc, hop, excusez-moi. Donc là, on arrive vraiment sur la matrice d'intention d'usage. Donc, si vous connaissez un petit peu les anciens modèles d'IHM, donc c'est les interfaces homme-machine, il y a une matrice qui est assez célèbre qui s'appelle le modèle TAM, qui permet en fait de comprendre comment est-ce qu'on va réagir face à une interface homme-machine. Donc, avec le laboratoire Loustic, on a pu modéliser une nouvelle interface pour justement les services d'autopartage qui s'appelle le modèle de l'UTAUT, donc UTAUT. Et donc, on va pouvoir dégager en fait 4 grandes variables qui vont justement expliquer l'intention d'usage quand on est salarié d'un service d'autopartage. Donc, la première et la plus forte en fait en variable, c'est la condition facilitatrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que je suis salarié et il faut absolument que mon entreprise communique sur le service en termes de parcours d'usage et justement d'explication du service, des gains, etc. Donc, condition facilitatrice, c'est vraiment la com en fait autour. Donc, ça va être nous quand on fait par exemple un lancement de type. On va avoir une démo sur place le jour J quand on lance le service pour que justement les gens s'inscrivent, puissent voir le midi ou le soir justement comment est-ce que ça se passe, on les accompagne. Ça part aussi ça passe par des vidéos comme on l'a très bien montré tout à l'heure avec le parcours utilisateur qui est assez simple et ça dédramatise vraiment aussi l'aspect technologique un peu compliqué. Donc c'est tout ça. Et c'est vrai que si une entreprise, on a vraiment les deux cas, on a des entreprises qui sont de très bons élèves qui ont souscrit parfois au programme qu'Evonik va vous présenter, ou qui le font même en interne, ils communiquent très bien sur le service, on a tout de suite en fait un pool d'utilisateurs qui est assez conséquent. Il faut bien comprendre que c'est un effort que doit faire l'entreprise, surtout s'ils veulent atteindre un ROI rapidement. S'ils ne font pas de communication, on a eu des petits canards dans les clients, ils communiquent pas bien, et ben forcément l'adoption est vraiment très lente. Et en plus, pour aller chercher le ROI, il n'y a rien de mieux que de mettre en place le pro perso, donc à savoir réserver le véhicule le soir et le week-end quand on est salarié, moyennant un petit budget. Et ben dans ces cas-là, on arrive à rembourser la solution très rapidement si on communique bien dessus. Par contre, si on communique pas dessus, c'est compliqué en fait. Ça se fait par le bouche à oreille. Des fois, c'est plus, on le sait très bien en bouche à oreille quand c'est des expériences qui sont négatives, ça remonte, etc. Donc, il faut vraiment mettre en place ce système-là, c'est hyper important. Ensuite, on a l'attente d'effort, donc qui est liée. Je suis salarié, moi je veux faire le minimum d'efforts. Enfin, d'ailleurs salarié ou pas. Et donc, on va essayer de faire en sorte que justement le service soit simple et facile d'usage. C'est-à-dire qu'en gros, on va rentrer dans le véhicule, on a juste à badger, tout se passe bien, on prend les clés, on démarre, etc. Ça doit être très très facile en termes de parcours utilisateur. Si vous commencez à intégrer plusieurs modes même d'approche sur le véhicule en disant vous pouvez faire par smartphone avec le Bluetooth, avec le NFC, avec le machin, ça va être très compliqué pour le salarié. Lui, il veut un truc vraiment très simple. Il est habitué en plus à avoir des systèmes soit de boîte à clés automatique ou alors un petit CLT, on appelle ça un correspondant local de transport ou un administrateur de parc qui donne les clés. Et donc il faut que ce soit vraiment simple d'usage. Ensuite, on a l'attente de performance. C'est ce que je disais tout à l'heure aussi. Donc, c'est une variable qui est moins conséquente, mais qui est aussi importante. À savoir donc que le service doit être vraiment fiable. Si jamais vous avez un pépin lors de votre première réservation, vous allez avoir un caractère plus anxiogène face au service. Et donc, forcément, il faut aussi avoir un service fiable ou en tout cas un SLA qui soit vraiment qualitatif en quelques minutes, que ce soit réglé avec un support, etc. C'est vraiment important. Et là où j'ai été surpris, c'est que je pensais pertinemment, j'étais quasiment sûr de moi comme quoi. C'était peut-être un jugement de valeur, mais je pensais vraiment que le caractère écologique perçu chez les salariés allait être fort et allait être une variable d'intention d'usage. Alors que pas du tout, c'est une variable secondaire qui est à 0,36 et donc qui s'explique par le fait que ça peut se comprendre dans la vie de tous les jours. On préfère avoir un service qui soit simple et bien expliqué plutôt que de voir les bénéfices à long terme pour l'entreprise. Ça se comprend puisqu'on est dans la routine, etc. Donc c'est quand même une variable qui existe, hein, je dis pas qu'elle n'existe pas, mais c'est vrai que c'est secondaire par rapport aux autres variables en fait. Et donc toutes ces matrices-là vont justement expliquer l'intention d'usage.
Si on est un bon élève sur la com avec une technologie qui est fiable et qui est simple d'usage, vous allez avoir un service qui va marcher. Si vous commencez à partir dans un service compliqué, très très poussé au niveau techno sans l'expliquer, vous allez forcément avoir quelques problèmes. Donc voilà, posez vos questions par rapport à cette matrice-là, sachant que vous pourrez le télécharger directement dans le document hein, sur la petite plateforme, ou sinon vous pouvez m'envoyer un mail, je vous le renverrai. Peut-être de façon plus détaillée si vous voulez si vous avez des questions peut-être plus spécifiques par rapport à la matrice. Et ensuite, Yvonique va nous présenter justement ce programme-là, excuse-moi, qui s'appelle Carebox. Donc c'est un programme Care en fait, donc d'accompagnement. On va prendre soin de nos clients, de nos prospects. On va justement déployer toute une batterie en fait d'outils qui leur permet de bien lancer le service et de pouvoir justement avoir un service qui soit serein dans le temps avec plein de choses. Donc je le laisse présenter ça. Donc je vais vous présenter succinctement donc le programme Carebox. Donc le programme Carebox, c'est vraiment un programme qui va accompagner votre entreprise dans le développement de votre système autopartage. Donc après, nous, on va vous accompagner vraiment de A à Z, du début jusqu'à la fin. Pour ça, on va se baser sur 4 éléments. Le premier élément, ça va être le développement informatique. C'est-à-dire que on va vous proposer un développement informatique sur mesure. On va écouter vos attentes. On va faire le nécessaire auprès de nos services informatiques pour pouvoir vous créer quelque chose qui vous correspond. Si jamais on a excuse-moi tout couper, mais on est dans l'échange. Oui. Si jamais on a une entreprise peut-être plus petite, genre un lycée, je prends un exemple. Oui, c'est vrai que le lycée. On fait un développement spécifique pour lui, autant qu'un Orange par exemple. Oui, après oui, effectivement. Après, l'objectif c'est quoi? C'est que on personnalise vraiment le contenu, ce que l'on souhaite, et pour ça, on a la possibilité de faire développer les idées que vous souhaitez, et on fait vraiment du sur-mesure. Ensuite, après, on a ce qu'on appelle la formation individuelle ou collective. Donc ça, c'est moi qui m'occupe de la formation. Donc c'est surtout la formation qui concerne notre logiciel eColibri, et également le guide un peu utilisateur, si vous voulez, de l'abonné. Donc ça va vraiment je prends dans mes formations, je récupère vraiment toutes les informations du logiciel, j'explique tout de A à Z, et j'accompagne vraiment l'utilisateur, que ce soit l'utilisateur ou l'administrateur du parc en autopartage. Je l'accompagne aussi également de A à Z, c'est-à-dire que la personne ne sera jamais seule. Je vais vraiment faire la formation, et ensuite après, si la personne a des questions, elle peut revenir vers moi, je peux revenir vers lui, etc., etc. Et on a aussi également un accompagnement sur ce qui concerne la communication et le marketing. Donc on va vraiment vous accompagner aussi en termes de communication, en termes de marketing. Comme le disait Alexandre tout à l'heure, il faut avoir une bonne communication, il faut avoir un bon marketing si vous voulez que ça fonctionne en entreprise autopartage. C'est très important. Et donc là, on va vous apporter vraiment notre expertisation pour que vous puissiez développer votre système d'autopartage et que les abonnés soient vraiment satisfaits de ce système-là. Et enfin, nous avons aussi la gestion de projet. C'est-à-dire que nous, on va vraiment gérer votre projet de A à Z avec un chef de projet qui va être là régulièrement, qui va vouloir faire des points avec vous régulièrement pour voir comment avance ce projet, que ce soit sur la partie plus, j'ai envie de dire, orientée commerciale, et la partie technique. On va vraiment tout suivre. On va prendre la partie commerciale, la partie technique, et on va vous accompagner jusqu'au bout. Et enfin, après, par la suite, nous avons bien entendu aussi le support qui est là aussi pour répondre à toutes vos attentes et satisfaire justement l'utilisation du service à tout le monde. Moi, j'avais une question justement sur le support, toi qui fais la formation ici. C'est quoi le levier principal quand on est salarié et qu'on veut utiliser un service d'autopartage? Pour toi, les plus réceptifs, c'est la formation en physique, ou alors c'est une vidéo, c'est un flyer? Ça dépend. Après, ils demandent quand même énormément d'informations. C'est-à-dire que ils ont peut-être eu une formation déjà il y a de ça quelques mois, par exemple, ou quelques semaines. Après, ils demandent vraiment des vidéos, des documents pour pouvoir les lire, pour pouvoir comprendre. Ils ont besoin aussi de parler régulièrement à une personne qui connaît bien le système, comme donc le support. Donc les personnes nous appellent, nous demandent voilà, je comprends plus, j'ai eu la formation, d'accord, très bien, mais je me souviens plus exactement comment on faisait ci, comment on faisait ça. Donc ça commence par une question, puis au final il y a une autre question qui arrive, une troisième, une quatrième,
Et à la fin, la personne est très contente et on est sûr qu'elle ne nous rappellera plus. Mais ils ont vraiment besoin d'un accompagnement au départ. Ça, c'est très important. Ok. Juste pour faire un point quand même sur ce programme-là, comme le disait Yvonique, en fait, on a 2 points différenciants, nous, MTG, sur le marché. On fait du sur-mesure, c'est-à-dire qu'en gros, à la base, on est une société d'ingénierie, hein, donc tu l'as très bien dit. On fait des développements spécifiques, c'était une question rhétorique, hein, qu'on soit opérateur B2C ou B2B. Vraiment, on peut développer n'importe quoi. On a eu des cas très typiques de développement spécifique pour des opérateurs B2C qui souhaitaient avoir la timeline des véhicules sur l'appli mobile, qui n'était pas le cas avant. Donc on a pu faire ça, on a fait en B2B du multimodal, donc on a pu intégrer sur une interface. D'ailleurs, on a gagné le prix Automobile Entreprise cette année là-dessus. Une interface multimodale où pour le client, on a intégré l'autopartage, on a intégré sur la même interface du covoiturage, du VTC et puis du vélo partage aussi. Donc, vous voyez, c'est vraiment des données comme ça. Il ne faut pas nous voir forcément comme un acteur de l'autopartage B2B, même si c'est notre cœur de métier, mais vraiment comme une mobilité d'entreprise, quoi. C'est vraiment assez intéressant là-dessus. Et on a des partenariats avec Bimobi, avec WazeUp et d'autres loueurs que vous connaissez comme Athlon, par exemple. Et donc voilà, donc nous on essaie vraiment d'avoir des services sur mesure chez nos clients pour que justement tout soit fait dans les règles de l'art, que ce soit au niveau de la charte graphique, du service en lui-même, du mode d'accès, etc. Écoute, merci Monique. Merci pour cette présentation. Donc si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Donc vous avez un petit outil soit dans le chatter, vous pouvez poser votre question, soit sinon directement par l'outil de main levée, comme ça on peut vous prendre en temps réel sur la ligne téléphonique ou directement via l'interface. Il y a une question du coup. C'est parti. Hop, hop. Alors, donc une question qui nous dit: avez-vous dans vos outils un moyen de dimensionner le nombre de véhicules nécessaires? Très bonne question. Audit de mobilité, enquête utilisateur préalable, empirisme et montée en puissance de fonction taux d'utilisation. Comment connaître avant la signature du contrat le nombre de véhicules? Ça, c'est une très bonne question qu'on nous pose souvent et qui fait justement un peu notre différenciation aussi. Donc, on va accompagner le client en avant-vente avec un chef de projet qui va faire un audit du parc. Et en gros, on a dans notre outil en fait Ecolibri un outil analytique qui est assez puissant et qui permet à la fois de pouvoir gérer les véhicules, mais aussi de pouvoir avoir les stats du TCO, etc. Mais en avant-vente, c'est extrêmement important pour nous de pouvoir justement bien quantifier le nombre de véhicules à mettre en autopartage. Et donc, on a un outil que vous pouvez retrouver aussi sur notre site internet qui s'appelle la calculatrice de coûts. Et vous allez pouvoir rentrer à la fois votre nombre de véhicules sur le parc existant, le nombre de kilomètres moyens, etc. Vous allez comme ça pouvoir voir une espèce de... C'est un diagramme en fait qui va calculer le nombre de véhicules nécessaires en fonction du taux d'utilisation. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, après, on a vraiment des études plus quali avec des audits de mobilité, comme vous l'avez dit. Donc on fait des PDE aussi en audit avec Bimobi d'ailleurs, que vous connaissez peut-être. Mais sinon, on vient sur place, c'est déjà arrivé de très nombreuses fois, pour justement bien quantifier la typologie de déplacement, pour justement bien aiguiller le client final sur son mode de mobilité. On a eu des cas très concrets où des fois on peut penser qu'on est un peu contre-productif sur notre produit, mais typiquement Orange, quand ils ont lancé leur première phase de déploiement en autopartage, ils voulaient que du véhicule électrique et que des Twizy. Sauf que quand on a analysé la typologie de déplacement des salariés sur Paris, on s'est rendu compte qu'ils faisaient des fois plus de 350 km. Donc c'est compliqué de faire ce trajet-là en Twizy. C'est un exemple parmi d'autres. Et aussi des fois on a des cas de clients comme un système qui passait d'abord par une phase avec beaucoup de véhicules. Je pense à... Ils en avaient une trentaine et au départ on leur a dit non, vu la typologie et la demande en fait sur site, vous avez besoin que d'une trentaine de véhicules pour démarrer. Ensuite après on voit la montée en puissance ou pas. Parce qu'il faut savoir que l'objectif d'un service d'autopartage c'est forcément de réduire le nombre de véhicules. On est là pour ça, on n'est pas là pour en mettre plus que nécessaire. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Ensuite, on a une question: quels sont les avantages perçus par les travailleurs qui abandonnent un véhicule de société pour l'autopartage? Donc ça, c'est quelque chose que j'ai présenté au début, vous n'étiez peut-être pas encore connecté. Ça s'appelle le crédit de mobilité. Donc quand on est un salarié qui a déjà un véhicule de fonction, en fait, on peut l'ouvrir à l'autopartage pour son service ou pour l'entreprise. Et dans ce cas-là, en fait, les gains récupérés par l'entreprise sont redistribués aux salariés sous forme de petits budgets de mobilité. Donc lui, ça lui permet de pouvoir utiliser ça pour des trajets, etc., des voyages, en tout. Alors après, l'autre avantage aussi, quand on est un travailleur et qu'on souhaite avoir un véhicule de société mis en autopartage, ça permet d'avoir d'autres avantages aussi. Donc on a le crédit de mobilité. Souvent, on a des cas chez nos gros clients, justement des petits packages bonus avec un smartphone équipé, des choses comme ça. D'ailleurs, on avait fait une étude là-dessus chez Orange où la plupart des salariés qui sont intéressés par l'autopartage préféraient avoir non pas un véhicule de fonction, qui est quand même un objet statutaire, et c'est plus vraiment le cas,
ils préfèrent avoir un smartphone. Donc comme quoi, c'est assez intéressant. Et le smartphone d'ailleurs est aussi un outil de mobilité quelque part, donc on s'y retrouve. Alors, une autre question qui vient ensuite, à partir de combien de personnes ce système peut-il... Ah oui, alors ça c'est une question qui revient souvent. En fait, c'est pas vraiment en termes de personnes, puisqu'on a des cas dans notre typologie de clients qui sont très très hétéroclites. On a par exemple un lycée, donc avec 5 professeurs qui utilisent 2 véhicules en autopartage. En fait, je pense que c'est plutôt à partir du référentiel de véhicules qu'on va pouvoir s'intéresser à ça. Si vous voyez effectivement que vous avez des véhicules qui roulent pas, qui sont sur le parking très souvent, ou alors au contraire des véhicules qui roulent très souvent et qui, enfin, en termes de loi de roulage, c'est un peu compliqué de pouvoir ajuster, vous avez des pénalités et tout. L'autopartage, c'est fait pour vous. Donc en termes de typologie, on peut très bien avoir 1 ou 2 véhicules sur un petit site comme 3000 comme Orange. Donc voilà, il faut vous poser la question en fait en termes vraiment d'usage et de bénéfices que vous pouvez avoir. Je vous invite vraiment à soit contacter un de nos conseillers de mobilité pour ça, ou alors directement sur le site, vous le faites vous-même, vous pouvez rentrer la petite calculatrice et vous verrez vraiment les gains que vous pouvez espérer. Ça peut monter très rapidement en termes de moyenne chez nos clients. La plupart des clients qui font un bon service de communication en lancement, ils remboursent la solution directement au bout de 6 mois, avec le ProPerso, bien sûr. Donc le ProPerso rembourse la solution uniquement, et ensuite on a les gains, donc en termes de réduction de véhicules, on réduit le budget du parc automobile, les gains RSE sur l'empreinte carbone, etc. Donc c'est pas mal de choses. Alors, à qui appartiennent les véhicules? Alors, les véhicules appartiennent, ça aussi. Donc, on fait les deux. On peut soit proposer le véhicule directement au sein de l'entreprise, soit sinon, et c'est la majorité des cas, on va plutôt nous plugger notre solution sur les véhicules de l'entreprise. Parce que comme je l'ai dit encore une fois, notre paradigme à nous, c'est vraiment de réduire le nombre de véhicules en parc. C'est un peu contre-productif d'intégrer des véhicules dans les parcs existants. Donc on le fait, hein, ça existe bien sûr. Néanmoins, notre philosophie, c'est vraiment d'être sur du sur-mesure, et donc on préfère se plugger sur une flotte qui existe pour pouvoir justement répondre au mieux aux besoins du client. Mais les deux existent, hein, on le fait. Alors, comment sont gérés les PV? Ah, ça c'est intéressant aussi. Donc on a lancé toutes les questions sont intéressantes, c'est vrai que je dis à chaque fois. Mais c'est vrai, c'est vrai. Donc les PV et les accidents en fait sont gérés avec le système. Donc on a le cas par exemple d'une entreprise sur ici les Molinos qui s'appelle Assystem qui gère avec nous les PV. Donc en fait on a nous un outil de l'autopartage qui permet de désigner les conducteurs et ensuite on a un système qui permet de remonter le PV directement chez le client pour pouvoir justement administrer le PV et qu'il n'y ait pas de soucis particuliers. Chez nos clients chez nos prospects qui n'ont pas forcément d'autopartage, on a lancé un nouveau produit cette année qui s'appelle Woodrives. Et donc Woodrives, en fait, c'est aussi un produit qui a été primé pour Automobile Entreprise cette année, là, en juillet. Et donc ça permet d'identifier les conducteurs avec un tout petit boîtier que vous mettez dans le véhicule. Et comme ça, vous allez pouvoir directement en fait identifier le conducteur et puis lui administrer directement, soit automatiquement avec l'entaille le PV, sinon vous allez avoir un mail automatique qui va pouvoir directement vous mettre la procédure interne chez vous. Donc la connexion à l'entaille, elle se fait avec un partenaire qui s'appelle GAC Technologies, que vous connaissez peut-être. Voilà, donc c'est deux produits très différents, sachant bien sûr que Woodrive c'est un petit produit, hein, c'est un petit boîtier qui coûte une dizaine d'euros, alors que les Colibri, on est sur un produit qui a un back-office, etc., donc plus de gestion, où là on est sur un produit qui commence à 49 euros. Voilà, je crois en haut. Il y en a en haut. Question, je crois. Hop. Ah oui. Alors effectivement, ça dépend des typologies de clients. Nous, on n'a pas forcément ce côté administratif sur le pro perso, mais ça peut arriver. Je sais qu'on a eu des discussions là-dessus avec Orange notamment. Donc ça, c'est à voir plus au niveau opérationnel. Ça, je vous le cache pas, mais on pourrait remonter votre question et la traiter peut-être de manière un peu plus judicieuse que nous à notre niveau. Sauf si tu le sais, mais non, je sais pas. Écoutez, non, super. Attends, juste. Ah oui, pardon, Dessus, il y a encore une question. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Et en dessous C'est en dessous là. Une autre question. Le système remonte en direct vers l'administration publique où la société doit payer l'amende et la refacturer aux salariés. Ah oui, alors ça c'est la connexion avec l'entaille. Donc quand on est connecté avec l'entaille de manière automatique, là directement effectivement le PV va être redirigé vers l'administration publique. Le cas où effectivement vous n'avez pas cette connexion automatisée, vous allez devoir du coup administrer cette amende-là et la refacturer auprès du salarié. Sachant d'ailleurs que non, en fait on ne doit pas refacturer au salarié, c'est-à-dire que vous allez la facturer au salarié, c'est le salarié qui doit la payer. Il me semble qu'il y a une clause exprès, on ne peut plus refacturer, il me semble. Il y a une question comme ça. Alors, le crédit mobilité ne concerne chez vous que les collaborateurs qui acceptent de mettre à disposition leur véhicule en fonction de ton partage.
Alors, oui, alors à la base, nous, on est plutôt sur une politique incitative. Donc, effectivement, c'est plutôt nos clients à nous qui décident sur une typologie de salariés de mettre en place le crédit de mobilité. Nous, c'est pas obligatoire. On part pas de ce principe-là. On pense que l'autopartage doit être plutôt un bénéfice qu'une contrainte, ce qui est déjà compliqué dans la conduite du changement de faire adopter. Et donc, effectivement, nous, c'est plutôt sur le volontariat. On prend des cas chez Orange, par exemple, où c'est les gens d'eux-mêmes, en fait, qui vont demander à avoir le crédit de mobilité. Nous, on le soumet, hein, c'est une idée qu'on soumet auprès de nos clients, et puis ensuite, il faut une communication en interne pour voir. Il y avait un cas très concret, d'ailleurs, d'engouement de l'autopartage chez Orange. L'année dernière, enfin non, c'était il y a, oh, ça remonte, hein, ça doit faire au moins 3 ans. On a lancé le Pro Perso chez eux, et en fait, dans l'emailing interne, ils ont eu l'annonce du Pro Perso, donc utilisation des véhicules de salariés d'entreprise de soirée le week-end, et puis les résultats financiers d'entreprise qui permettent d'avoir sa prime d'intéressement. Et en fait, à 80%, ils ont cliqué sur le Pro Perso. Donc comme quoi, c'était vraiment une grosse demande, quoi. Donc je divague un petit peu. Pour répondre à votre question, c'est vrai que le crédit mobilité, pour nous, on le considère vraiment comme quelque chose, un bonus. Orange d'ailleurs le présente comme ça. C'est vraiment un service premium, ou en tout cas un service en plus, c'est pas une contrainte. Voilà. Il y a peut-être des clients qui à terme le mettront obligatoire, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ok. Est-ce qu'on a une autre question? N'hésitez pas, on est encore là un petit moment si vous voulez. Profitez. Hop. Écoutez, je pense que c'est bon. Pas l'air d'avoir d'autres questions. J'espère qu'on a été assez clair, hein. N'hésitez pas. C'est vrai qu'on fait des webinaires de temps en temps. On n'est pas encore des professionnels du webinar, mais on aime bien discuter et dialoguer avec les gens. C'est assez intéressant. Donc on vous invitera. Ah, il y a une dernière question. On vous invitera de toute façon aux autres webinaires si ça vous intéresse. Les thématiques sont très très variées. Alors, dans le cas d'un salarié qui a une famille nombreuse et vit hors de la ville, qui a l'habitude d'avoir une voiture personnelle de société de grande taille, comment le motiverions à mettre sa voiture en autopartage, sachant qu'il a besoin tous les jours pour faire la tournée des écoles avant d'entrer chez lui? Alors, l'autopartage, en fait, quand on va le mettre en place dans un service, quand on a un véhicule de fonction, en fait, ça va être sur les business hours, donc sur les heures ouvrées, en fait. Donc, quand il va rentrer chez lui ou quand il fait son trajet domicile-travail, il n'a pas l'obligation de le mettre justement en autopartage. Ça n'a pas trop de sens parce qu'en fait, les véhicules de fonction en pro-perso vont être une donnée très peu significative sur le pool de véhicules, en fait, des véhicules de service. C'est plutôt eux qui vont être mis en autopartage et moins les véhicules de fonction. Là, dans un cas très concret, on l'a effectivement, c'est vrai. Les gens qui ont un véhicule de fonction avec un siège bébé ou des choses comme ça, ou un véhicule de grande taille pour pouvoir aller chercher les enfants à l'école, ou pas d'ailleurs, du coup, c'est vrai que dans ces cas-là, les gens préfèrent le mettre sur les heures ouvrées de l'entreprise et pouvoir le garder en fait sur les trajets domicile-travail. Alors ça n'empêche pas par contre ces gens-là de pouvoir en fait ouvrir ces trajets-là au covoiturage domicile-travail. Ça par contre ça arrive, c'est moins contraignant pour eux parce qu'en fait c'est en fonction de leur trajet. Donc si jamais, imaginons il y a Benoît qui part d'un point A à un point B et que Thomas fait le même trajet, là il peut l'ouvrir, il peut l'accepter. Par contre s'il doit faire un écart et que ça correspond pas à ses horaires, il le fait pas et puis terminé. Donc on a les deux cas. Est-il une requalification davantage de nature pour à titre personnel? Ah oui, alors ça c'est une bonne question aussi. Oui, requalification URSSAF. On a eu le cas avec Orange aussi. Oui, c'est le cas. C'est le cas. On a eu aussi des questions par rapport justement à l'URSSAF sur les loueurs en fait, par rapport aux loueurs, comment est-ce que ça se passe par rapport au pro perso. Donc c'est une question qui revient de manière récurrente aussi. Ok. En tout cas, pas mal de questions, c'est bien. Je pense qu'on a suscité de l'intérêt sur ce webinaire, je suis assez content. Ouais. Dans votre parc en autopartage, quelle est la part des véhicules électriques? Quelle est la moyenne des kilomètres parcourus en autopartage? Alors, la part des véhicules électriques est aux alentours, je dirais, de 30% à peu près, ce qui correspond à peu près à la plupart des clients quand ils mettent un service d'autopartage. On est aux alentours de 20, 25, 30%. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une typologie de véhicule qui se démocratise, ça je vous le cache pas. On en met de plus en plus. Néanmoins, ça a aussi des contraintes chez nos clients, par exemple sur des profils de commerciaux. C'est quand même compliqué de leur mettre des véhicules en électrique, même si ça peut arriver. Mais effectivement, on est aux alentours de 30% à peu près. La moyenne des kilomètres parcourus en autopartage, ça dépend. Ça dépend vraiment déjà de l'endroit. Là, faudrait peut-être faire intervenir la prochaine fois un data scientist pour vous présenter toutes les stats. Mais en fait, la moyenne de kilomètres parcourus va dépendre à la fois de la région dans laquelle on se situe, du pays aussi, et puis aussi de la ville, quoi, forcément, et puis de la typologie de trajet.
En l'occurrence, la moyenne vraiment, si on fait une moyenne de tout, kilomètres parcourus en autopartage, on est aux alentours de combien tu dirais? Je sais plus, c'est énorme, hein. J'avais regardé vite Ouais, fait, je c'est- crois, chez Orange, c'était 1,6 million, je crois. Ah oui, non, mais là c'est en moyenne, Ah, la moyenne, par ouais. trajet, je pense. Ah, d'accord, oui, par trajet, Ouais, oui, par trajet, je pense qu'on est aux alentours. 40, ouais, Un peu peut-être. plus. Un peu On est plus, aux ouais. alentours de 60 km à peu près. Ouais. Mais ça dépend encore une fois, hein. Quand on est sur Paris, on fait peut-être moins de kilomètres que quand on est sur Toulouse ou sur Nantes. Voilà. Mais effectivement, pour reprendre ton chiffre, sur la moyenne globale des kilomètres parcourus, on est aux alentours de, je crois que c'est 64 fois le tour de la Terre. C'est Ouais, énorme. En même temps, quand on a 100 000 utilisateurs, c'est vrai que ça va vite, quoi. Et on compte aussi bien sûr le pro perso, des choses comme ça. Et sachant aussi que les données sont assez fortes en termes de stats, puisqu'on a dans nos clients des opérateurs B2C. Donc forcément, eux, ils ont un nombre aussi d'utilisateurs de trajets qui peut être conséquent. Eux, par contre, chez eux, ça peut répondre peut-être à votre question. Quand on est opérateur B2C, les kilomètres parcourus en moyenne sont plus importants que en B2B. Après, ça dépend forcément si on est sur des clients pro ou pas. Mais effectivement, en B2C, je pense notamment à Marguerite, leur moyenne est plus élevée que chez un système, par exemple. Voilà. Mais on fera peut-être une session avec un data scientist, ça peut être intéressant chez nous, pour vraiment avoir cet aspect un peu stat. Ça peut être sympa. Ok, on va encore attendre un petit peu, hein, parce qu'on est encore large en fait. On a été bon sur, sur le timing. Est-ce que les indépendants réguliers peuvent inscrire leur véhicule en autopartage? Ah, les indépendants réguliers. Il n'y a pas de règle qui peut les interdire. Après, c'est vraiment la politique interne de l'entreprise, sachant qu'on a effectivement dans les grands comptes des fois des gens qui sont référencés dans le catalogue de partenaires qui peuvent avoir des véhicules en autopartage. Ça peut arriver. Mais c'est rare quand même, hein, c'est assez epsilon. Hein, mais ça peut arriver. Bon, on vous fournira peut-être, Christine, des datas très précises. On fera un point avec notre data scientist pour vous fournir peut-être des données, parce qu'on avait fait un export des stats il n'y a pas longtemps, je crois. C'était en juillet ou en juin, il me semble. Là-dessus, justement. Donc vous aurez vraiment la typologie de trajet, etc. Pas de plan de mobilité qui deviennent obligatoires. Oui, tout à fait. Les plans de mobilité deviennent obligatoires. Je pense que la question n'est pas finie. Ouais. C'est janvier 2018, je crois. Oui. Ouais. Alors après, déjà, de toute façon, ils sont quand même fortement incités à passer les plans de mobilité, parce qu'on a beaucoup de demandes en fait d'entreprises et de demandes supplémentaires. Oui, voilà, ça correspond à votre question. Oui, il y a vraiment une grosse demande par rapport au plan de mobilité, que ce soit des collectivités. Il y a d'ailleurs beaucoup de collectivités qui aujourd'hui nous font des demandes très précises sur des audits en fait de mobilité pour voir comment est-ce que l'autopartage peut répondre à leurs besoins. Ça fait partie des critères principaux maintenant, l'autopartage dans le plan de mobilité. Il y a aussi le covoiturage, il y a le vélo-partage, il y a le télétravail, il ne faut pas oublier, et le covoiturage, je crois que je l'ai dit. Mais du coup, ça fait vraiment un regain d'activité assez conséquent, n'empêche, mais vraiment axé collectivité. Les entreprises se posent la question, mais ils sont encore un peu dans expectative en fait de voir comment est-ce que ça va être mis en place. Mais on a des demandes d'audit aussi, je pense notamment à des clients sur du multimodal, qui se posent la question d'intégrer sur leur service d'autopartage du vélo partage, du transport en commun, etc. Avez-vous des partenariats avec des marques de voitures? Ah, vous pensez à des constructeurs, surtout électriques. Alors, pas avec des marques spécifiques de véhicules. Par contre, on a des partenariats avec des constructeurs, effectivement, qui sont en marque blanche. Je ne peux pas encore les communiquer, mais par contre, il y aura une grosse annonce à faire à la rentrée avec un constructeur, mais j'en dirai pas plus. Ça arrivera là très bientôt. Voilà, effectivement, Laurent, ça explique notre partenariat avec Bimobi. Alors, en fait, le partenariat avec Bimobi, c'était, pour rentrer dans l'histoire, on était vraiment sur une typologie à deux phases. On avait effectivement leur intégration d'autopartage sur leur plan national. Donc, on a intégré un service d'autopartage pour leur flotte de véhicules sur la poste, hein, bien sûr. Et puis ensuite, Bimobi, en fait, a intégré dans leur offre, dans leur catalogue, notre offre Ecolibri en marque blanche. Et donc, du coup, on travaille avec eux à la fois sur leur intégration vraiment en dur sur leur service d'autopartage chez eux. Et puis avec Bimobi, on travaille en commun sur le business avec justement les plans de mobilité, l'autopartage, les audits de mobilité aussi, parce qu'ils font pas mal d'analyses justement sur les plans de déplacement et sur les typologies de déplacement aussi. Donc on est en partenariat, ils sont aussi en mode startup, donc c'est aussi intéressant. Ils sont en partenariat aussi avec WazeUp sur le covoiturage, même s'ils travaillent. Donc on est amené à travailler avec eux, on fait souvent des POC ou en tout cas des interfaces un peu communes, quoi. C'est le but.
Avez-vous des partenaires avec des loueurs? Oui, bien sûr. Alors, on est beaucoup en marque blanche sur les partenariats. Néanmoins, je peux citer Athlon, qui est un loueur longue durée. Un autre partenaire que je peux pas encore citer, mais qui va aussi bientôt être dévoilé. Principalement longue durée sur les partenariats avec des loueurs. Comment inciter, convaincre les salariés que leur véhicule de service partagé entre quelques collègues vont être désormais partagé avec l'ensemble du service du bâtiment? Mais j'ai besoin d'avoir un véhicule disponible, mon service est important. Sans contrepartie financière, voilà. Alors en fait, ça, c'était dans les stats. On a étudié ça avec un data scientist. Et du coup, l'idée, c'était justement de voir ce qu'on appelle le taux d'anxiété en data. Et donc, c'est en fait de savoir à peu près à combien de pourcentage on va pouvoir disposer du véhicule. Et si jamais on a une forte demande, de pouvoir quantifier en fait le nombre de réservations qui ne sont pas abouties par manque de dispo. Donc ça, c'est pareil, ça correspond aussi à l'audit de mobilité qu'on fait nous. Et en fait, ce taux d'anxiété-là, il est hyper important, puisqu'on voit bien dans le temps, nous, de manière longitudinale, qu'en fait, le taux d'anxiété, il va décroître en fonction forcément de l'utilisation du service. Et donc, quand on va expliquer ça auprès des salariés en leur disant, vous savez, au début, vous allez avoir des demandes qui vont être assez longues, enfin, dans le temps, des réservations qui sont peut-être anticipées de manière plus que nécessaire. Je pense notamment à des véhicules autopartagés qui vont être réservés genre de 14h à 20h, alors qu'en fait, la réservation réelle devrait plutôt commencer de 16 à 18. Ils veulent être sûrs d'avoir le véhicule. Dans ces cas-là, on les accompagne et on peut leur expliquer justement que le taux d'anxiété, c'est normal, ça fait partie du processus de la conduite du changement. Et on a justement l'outil Carebox qui est là pour ça, pour leur expliquer vraiment que l'outil est fiable et que justement vous allez avoir cette donnée-là qui va décroître dans le temps. Mais il faut faire un vrai travail d'explication. Hein. Si on leur met une contrainte en leur disant maintenant vous mettez votre véhicule partagé avec tout le service, ils vont pas comprendre. Il faut vraiment bien leur expliquer. Il y a une démarche pédagogique qui est assez importante. Les tarifs. Alors les tarifs, j'imagine, de la solution. Donc comme je vous disais, on a pris à 49 € pour avoir l'Ecolibri Box, plus le front office, le back office de gestion et puis l'application mobile. Ensuite, sur la partie vraiment commerciale, je vous invite à vous rapprocher d'un de nos commerciaux. Je vous mettrai en contact si vous le désirez. Ils sont basés sur Paris principalement, mais ils sont aussi au siège à Rennes pour pouvoir discuter peut-être de manière un peu plus précise là-dessus. Quels sont vos interlocuteurs principaux dans les entreprises? Alors, ça, on a à peu près tout. Ionic, je pense que tu ne me contrediras pas, on a forcément des salariés puisqu'on s'occupe du support aussi niveau 1. On a principalement aujourd'hui quand même, c'est notre cœur de métier, les gestionnaires de parc, qu'on appelle les CLT. Oui. Donc ils ont une ligne dédiée, hein, les deux d'ailleurs. On a un niveau 1 et un niveau 2. Les gestionnaires de parc, gestionnaires de parc. Gestionnaires de parc, oui. Les responsables aussi de région, s'il y a voilà. Plusieurs parcs sur la région. Tout à fait. Et puis aussi, on va avoir forcément, quand on est dans le cadre de décideurs, on est plutôt sur du directeur d'achat, du RSE aussi. Mais c'est vraiment du directeur d'achat. C'est vraiment eux qui vont prendre la décision en termes de budget. Ce qui va les intéresser sur l'autopartage, c'est pas la dimension RSE. C'est une variable qui est mise en compte. Pareil pour la dimension pratique et logistique. C'est intéressant d'avoir le retour du CLT, donc du gestionnaire, mais vraiment, c'est vraiment les achats qui vont piloter et prendre la décision. C'est vraiment eux les décideurs sur le service d'autopartage. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un plan d'accompagnement sur le ROI, hein, parce que bien sûr, si c'est une variable principale sur la mise en place d'un service, il faut que sur un an, ils puissent déjà quantifier en fait les bénéfices et pouvoir se projeter sur 36 mois et se dire, ok, on est déjà bien sur le ROI, quoi. Ça, c'est hyper important. Mais oui, principalement, je pense que pour toi, c'est les administrateurs. Oui, moi, c'est plus administrateur. Après, ouais. C'est bien parce que tu as une bonne remontée terrain également aussi. Ouais, bien sûr. Avec les administrateurs. Et toi, la question peut-être la plus récurrente pour faire lien avec leurs questions à eux, quand on est administrateur de parc au début, c'est quoi la question qui revient le plus souvent? C'est déjà comprendre le bon fonctionnement, essayer d'améliorer le service. Ils essayent régulièrement d'améliorer en fait leur parc. Ils veulent vraiment que leur parc soit le plus nickel possible. Et nous, on est là pour les aider justement à essayer d'améliorer leur utilisation du système autopartage. Donc c'est vraiment intéressant. Les IRP sont consultés aussi, bien sûr. Mais en fait, oui, mais c'est un petit peu comme les RSE, c'est-à-dire que vraiment, c'est pour nous en tout cas, hein, c'est notre expertise, mais c'est notre vision à nous. Hein. C'est vraiment les achats. Quand on répond à un appel d'offres, par exemple, vous allez systématiquement et heureusement avoir les achats qui vont être en face de vous. Pareil, quand on fait une consultation privée ou une démarche prospective de notre côté, on a les achats qui sont vraiment à côté de l'administrateur du parc et puis les IRP aussi, effectivement, qui sont là. Et les RSE. Mais c'est vraiment les achats qui pilotent ça. Et il y a une vraie
je dirais, une vraie dimension d'ailleurs d'audit de coûts qui est importante à faire de notre côté pour justement bien leur prouver. Alors, on a des chiffres, hein, très concrètement. Si vous téléchargez notre doc sur le site, vous allez voir qu'en moyenne, nos clients vraiment remboursent la solution rapidement avec le Pro Perso. C'est un des leviers. C'est vrai que quand on arrive en disant on peut réduire de 30% le parc automobile, on réduit le budget automobile d'à peu près le même pourcentage et en plus vous remboursez très rapidement la solution avec le Pro Perso. Voilà, faut être difficile pour refuser Ecolibri, sachant qu'on a en plus des clients, on a la chance d'avoir des clients quand même, de bons clients. On a quand même les 3 plus grandes flottes de France, on a les 10, La Poste, Orange, qui témoignent vraiment, ils sont nos vrais ambassadeurs. Nous, quand on va en rendez-vous client, souvent ils nous demandent d'avoir des témoignages clients ou en tout cas d'être consultés par des clients à nous. Et c'est vrai que les témoignages sont hyper positifs. Vous allez sur Flotte Auto ou sur d'autres salons sur Paris ou en Europe, souvent ils font vraiment de très bons témoignages sur notre solution, quoi. Ils sont assez contents. Et c'est pour ça qu'on met en place des programmes de care pour les accompagner et pouvoir répondre. Quel est le délai de mise en place? Une moyenne. Alors, le délai de mise en place d'un service d'autopartage peut être assez court. Si vous sélectionnez en fait le véhicule plus le boîtier Ecolibri Box avec Ecolibri, ça peut être assez rapide. Quand on va installer du coup la box en fait sur un parc existant, c'est un peu plus long parce que nous on va devoir acheminer en fait directement les boîtiers. On va ensuite faire appel à nos installateurs pour installer les véhicules. Et souvent là, ça peut être un peu plus long parce que on a des cas où les parcs en fait sont utilisés et même si on les bloque nous pour faire les installations, des fois il y a des urgences, des choses comme ça, donc les véhicules manquent, donc on prend un peu plus de temps en termes de délai. Ça va aussi, hein, je dirais le délai moyen pour installer un parc sur une cinquantaine de véhicules, on est aux alentours de, je dirais 3 semaines quoi, quand on compte tout, hein, c'est-à-dire la mise en place de la production jusqu'au SAV, voilà. Donc on est aux alentours de 3 semaines. Après, c'est en France, hein. Sur l'Europe, c'est un peu plus long des fois. Surtout sur la Turquie. On a eu des délais un peu plus longs. Mais ça fait partie du jeu. Mais ce serait pas mal, je pense, de faire un webinaire sur les stats de Ecolibri. Ouais, je pense que ce serait sympa. Ça serait complet. Ouais. En plus, on a pas mal de stats au final. Ah, on en a plein. Intéressantes. Ouais, complètement. Du coup, on a quelques annonces, on vous fera pas de teasing, hein, on n'est pas là pour ça. Mais c'est vrai que sur l'évolution en fait d'Ecolibri, on va intégrer, si vous connaissez peut-être, les 3 chaînons pour remporter l'Innovation Award au CES de 2018. Si vous vous renseignez un petit peu, vous allez voir de quoi je parle. Ça parle notamment d'IA et de 2 autres items que je ne vous dirai pas. Mais voilà, c'est vraiment important et dans la mobilité d'entreprise ou même servicielle, je dirais. On est vraiment en train de travailler en R&D sur des projets assez qualitatifs. Voilà. Moi, j'avais une question pour toi, justement, en termes de support de formation. Oui. Est-ce que tu sens qu'il y a une crainte au début? C'est des gens qui considèrent que c'est une contrainte ou alors au contraire, ils pensent que c'est un bénéfice tout de suite sur l'autopartage? Sur l'autopartage? Ouais. Pour moi, au début, il y a quand même une certaine crainte. Ça dépend après des personnes, comme on le disait, les personnes d'un certain âge sont plus craintives que les personnes jeunes. Mais au début, en fait, c'est plus, comment dire, les gens sont curieux, ils ont envie de découvrir, ils savent pas trop comment ça fonctionne, ils sont un peu sur la défensive. Hein. Mais en fait, au fur et à mesure, nous, on est là justement pour les aider, pour essayer d'améliorer justement leur système. Et en fait, au fur et à mesure, ils se rendent compte que c'est vraiment une idée géniale. Et après, pour rien au monde, enfin, il y en a pas mal, pour rien au monde, il reviendra en arrière. On se rend compte que c'est vrai que à quoi bon avoir une voiture qui roule pas, qui reste sur un parking, à quoi bon utiliser des voitures diesel, une voiture diesel pour faire 20 km un jour, alors qu'il y avait une voiture électrique qui était à côté mais qui appartenait à un autre salarié. Voilà. Pour moi, c'est simple. Moi, je résume l'autopartage en un petit schéma tout simple. Par exemple, vous avez une personne qui avant avait sa voiture personnelle. On va prendre une berline diesel classique. Il avait un rendez-vous le lundi matin, par exemple, il avait 20 km à faire parce qu'il était autour de Paris, il avait juste 20 km à faire. Bon. Avant, il prenait sa voiture diesel, sa berline diesel, il allait à son rendez-vous, il revenait. Le mardi, il avait un rendez-vous à 300 km de Paris, il prenait aussi sa voiture diesel, bon c'est très bien, c'est très adapté, il prend l'autoroute et tout, il revenait. Aujourd'hui, avec l'autopartage, cette personne-là, elle a son rendez-vous le lundi matin, elle a 20 km à faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre principalement un véhicule électrique. Le mardi, elle a 300 km à faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre un véhicule thermique. Et grâce à ça, en fait, vous réduisez à la fois les coûts, le nombre de véhicules, et tout le monde est content. Et c'est vraiment l'exemple type. Et là, tu rentres dans justement le ROI.
c'est important parce qu'en fait, on a aussi le cas où on peut améliorer nos algorithmes pour nos clients. Je pense à des clients qui ont des lois de roulage qui sont assez fortes et du coup, parce qu'ils ont beaucoup de véhicules, du coup, ils sont vraiment pénalisés parce qu'il y a certains véhicules qui, dans leur pool sans autopartage, roulent plus que d'autres. Parce que les gens sont habitués, c'est vrai, c'est logique. Ouais, c'est Quand sûr. on a une routine, on appelle ça le lock-in cognitif. Et du coup, c'est vrai que on utilise souvent le même véhicule parce qu'on est rassuré, etc. Exactement. Et c'est vrai que nous, avec l'autopartage, on peut changer l'algorithme pour faire en sorte que les véhicules qui sont les moins utilisés remontent ou sont obligatoires, etc. Pareil pour l'algorithme des véhicules électriques, c'est important. Nous, on a en place justement un algorithme qui permet de vérifier que l'autonomie de la batterie permet de faire le déplacement du salarié. Parce que dans ces cas-là, on lui dit non, c'est pas possible. Prenez plutôt un véhicule thermique, etc. Si on n'a pas ça, on peut être coincé assez rapidement. Et surtout aussi, il faut mettre en place, je pense, une formation pour pousser en fait les salariés à utiliser les véhicules électriques. Moi, j'ai travaillé pour ne pas citer, chez Enedis en tant que gestionnaire de flotte justement en autopartage. C'est grâce à toi qu'on les a eus? Je sais pas. Non, ça je sais pas. Il faudrait que je me renseigne. Et en fait, chez eux, si vous voulez, on avait plusieurs véhicules électriques. Donc des véhicules qui étaient tout neufs, hein, des Zoé qui avaient à peine 1000 km, etc. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de quelques mois que les Zoé, elles roulaient quand même, mais très très peu par rapport aux véhicules thermiques. Après, je me suis dit, bon, c'est normal, c'est un véhicule électrique. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, il y avait que très peu de personnes qui utilisaient toujours la même voiture. Et en fait, j'ai demandé après aux autres personnes, mais pourquoi vous n'utilisez pas les véhicules électriques? Et en fait, ils ne savaient pas utiliser un véhicule électrique. Ils avaient peur, donc ils n'osaient pas trop. Il y en a certains qui allaient oser, mais la majorité ne préférait pas prendre de véhicules électriques. Pourquoi? Parce que ils ne connaissaient pas, ils savaient pas comment ça fonctionnait. Donc c'est important, je pense aussi, de miser sur la formation, de communiquer sur les véhicules électriques, sachant qu'en plus là, les nouvelles générations de véhicules électriques qui vont arriver, on va avoir 300-400 km, on pourra facilement, peut-être pas d'ici 2-3 ans, mais d'ici 5-6 ans, on pourra remplacer un véhicule électrique par un véhicule thermique, pardon, par un véhicule électrique. Et c'est toi qui as fait la formation sur le VE du coup? C'est moi qui faisais les formations aussi sur les. Donc, tu leur expliquais que c'était simple, etc. Oui, voilà. Puis faut vraiment forcer en fait, essayer de vraiment de les pousser à utiliser le véhicule électrique, parce que même moi qui ne connaissais pas, au départ, j'étais un peu dubitatif. Je me suis dit ouais, bon, c'est pas très puissant, il y a pas beaucoup d'autonomie, etc. Mais en fait, ça change mais complètement la façon de conduire un véhicule. Et comment au final, les personnes qui conduisent des véhicules électriques, on se rend compte, elles sont beaucoup plus relax, elles font beaucoup plus attention, et il y a beaucoup moins d'accidents avec les véhicules électriques qu'avec les véhicules thermiques. Ah ouais, ça m'est rendu compte. Ouais. Okay. Donc les concurrents de Mobility Green, il y en a deux principaux en France, c'est Vulog, qui a fait une belle levée de fonds d'ailleurs il n'y a pas longtemps, qui sont pas trop d'ailleurs sur la France, ils sont plutôt sur les États-Unis et puis l'Amérique du Sud, je crois. Donc hyper intéressant, ils sont vraiment axés par contre sur les opérateurs B2C, hein, ils administrent en fait des collectivités. Et puis l'autre concurrent, plus sur notre secteur B2B, c'est Ubico, quoique ils ont aussi switché un peu sur le B2C. Mais qui sont aussi là depuis longtemps, hein. Je crois qu'ils se sont lancés à peu près en même temps que nous en 2009. Ouais, voilà. Donc c'est un marché qui commence à être un peu concurrentiel, mais les trois principaux, c'est ça, je dirais, en France. Après, au niveau mondial, il y a forcément Inverse, il y a du en B2B, je dirais, c'est le principal, c'est le plus important. Il y en a d'autres, quoi. Il y a des versions de Zipcar Pro, des choses comme ça, mais bon. Sur les électriques, avez-vous des partenariats sur des installateurs et providers? Ah oui, alors nous on travaille avec des partenaires, même si on n'est pas fermé du tout au partenariat, au contraire. Sur les VE, en fait, on a alors c'est G2 Mobility, on travaille avec eux sur les bornes de recharge, principalement en fait. Après, voilà, si vous avez des opportunités à nous proposer, au contraire, on pourra les étudier, quoi. Mais c'est principalement eux, on a fait pas mal de use cases avec eux. Et où est-ce que c'est ton expérience sur Enedis qui te dit qu'il y a moins d'accidents sur les VE? Ouais, pour moi oui, en fait, même je sais pas si tu as déjà conduit un véhicule électrique, et en fait c'est beaucoup plus doux, quoi. La conduite est beaucoup plus douce. J'ai aussi conduit une Twizy. Ah oui. La Twizy c'est pas doux quand même, hein. C'est un espèce c'est sûr, mais après la Twizy c'est plus comme un scooter que une voiture, quoi. Voilà. Ouais. Mais du coup c'est une Smart, hein. C'est un peu, je ressens un petit peu les Smart, tu vois, dans la façon de conduire. Ouais, c'est sûr. Ouais. Après c'est juste pour la ville. Je sais pas si tu prends une Zoé par exemple, la Zoé c'est vraiment super confortable. Okay. Tu vois, j'ai fait même Rennes-Nantes en Zoé. Donc,
Ah ouais, oui. Ça se fait. Hein. Bientôt. Ah, bah écoutez. On attend de voir, hein, vous pouvez nous contacter, pas de souci. Ouais. Ah ouais, mais c'est intéressant ça. Ouais. Ok, bah écoutez, là je pense qu'on va arriver bientôt. Ah bah il est 11 heures. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, nous, on va bientôt couper. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à télécharger le document qui est sur l'interface. Si jamais vous n'y arrivez pas pour X raisons, vous m'envoyez un mail soit à communication@mobilitygreen.com, soit directement sur mon adresse mail, c'est afournier@mobilitygreen.com, tout attaché. Je vous enverrai ça avec plaisir, on pourra en discuter. Si vous avez des questions peut-être sur les tarifs ou sur d'autres choses, vous pouvez être mis en relation avec un conseiller de mobilité, avec un commercial ou avec un technique. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça. J'espère que ça vous a plu et qu'on a été intéressant et qu'on vous a intéressé surtout. Je vous remercie beaucoup de vous être connectés. Je vous souhaite une bonne journée et puis on vous dit à bientôt. Vous recevrez un mail pour le prochain webinaire. Ce sera avec plaisir de vous retrouver. Merci Monique aussi. Merci à toi, Alex. À bientôt. Allez, à bientôt. Bonne journée. Hop, on va couper. Alors, il ne faut pas que je me trompe, c'est pas le bon. Cette session est en cours. Hop. Tac. Ah, putain.